Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies, avec aujourd'hui notre 4e interview. Je suis très heureux vraiment de vous retrouver. Vous le savez maintenant, chaque mois, je recevrai aussi un ou une invitée pour nous parler de santé ou de sécurité. Et dans tous les cas, chaque lundi matin à partir de 6h, vous découvrez un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Et si vous voulez être certain de ne rien rater de ce podcast, j'ai une solution pour vous, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Faites-nous part également de vos commentaires, de vos remarques, suggestions sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Je reste aussi à votre écoute sur vos avis, mais aussi vos conseils. Et si vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast une thématique ou un sujet en particulier, je reste à votre écoute. Et peut-être, pourquoi pas, si vous souhaitez intervenir sur ce podcast pour une interview par exemple, eh bien prenez contact avec moi, toujours grâce à notre page LinkedIn. Pour cet épisode numéro 15, je reçois aujourd'hui Olivier Jaman qui va nous parler de son association Biloul Cascou qui forme les enfants à la prévention avec des outils super ludiques. C'est parti. Sauvons nos vies, interview. Je reçois aujourd'hui Olivier Jaman, secrétaire et fondateur de l'association Biloul Cascou, formateur, concepteur également de formation en secourisme et prévention. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce podcast Sauvons nos vies. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et quel a été votre parcours professionnel ? Alors j'ai un parcours assez atypique. À la base, je suis donc maître nageur et formateur en secourisme, et la vie et puis les interventions dans les écoles m'ont fait aller vers la création d'un projet qui Biloul Cascou, puisque maintenant il y a presque 8 ans, on n'avait pas vraiment d'outils pédagogiques qui permettaient de faire de la prévention à des enfants, accessible pour eux, de manière assez ludique. Alors beaucoup d'associations ont fait preuve d'originalité, mais moi je cherchais vraiment quelque chose qui pouvait partir de la prévention jusqu'au geste de premier secours et faire de l'enfant un acteur de la prévention dans le foyer. Et donc j'ai pris dans un premier temps une peluche de ma fille, on y a mis des pansements, on y a mis des bandages autour, et puis au fur et à mesure des rencontres, des partenaires, le projet Biloul Cascou est né avec aujourd'hui beaucoup de produits annexes, produits pédagogiques bien entendu, qui sont il y a des bandes dessinées, il y a des jeux de cette famille, il y a des vidéos, beaucoup d'outils de chasse au risque qui sont totalement gratuits et disponibles sur le site internet et utilisables par tous et pour tous. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque le projet étant sous le patronage de l'UNESCO et de différents ministères, notamment celui du ministère de la Santé, on a continué avec la création de la Fédération française de prévention des risques domestiques, puisque là encore, même si les accidents domestiques sont les premières causes de mortalité chez les jeunes enfants, si on prend la tranche 0-12 ans, il n'y avait aucune fédération de tutelle qui avait pris à bras le corps ce combat. Wow. Alors, on va parler un peu de tout ça plus en détail. C'est déjà un tableau bien dressé pour démarrer cette interview. Avant de se lancer justement dans le bain de la santé, de la sécurité, je pose systématiquement cette question-là à tous les invités que je reçois. Est-ce que vous avez un objet, un accessoire de votre quotidien qui pour vous est le plus révélateur en santé ou en sécurité ? Alors, moi je dirais mes enfants, puisque mes enfants sont un petit peu notre laboratoire. Alors non pas qu'on les expose au risque, mais c'est surtout qu'on va j'aime bien étudier leur comportement, voir un petit peu comment ils agissent dans certaines situations, et de là on essaie de sortir des outils pédagogiques qui vont permettre aux enfants justement d'avoir le comportement idéal pour réagir face au risque, mais surtout en prenant en compte l'enfant.
Donc moi, si j'ai une seule chose qui est vraiment moteur dans la santé et la sécurité, c'est mes enfants, puisque j'essaye vraiment de partir de l'enfant pour monter des projets pédagogiques. D'associer effectivement dans l'enfant à l'outil qui va correspondre pour arriver à l'accrocher, à l'embarquer, quoi, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est ça. D'accord. Alors, en quoi consiste votre association? Quel est son objectif principal? Et est-ce que vous avez une cible d'âge? Peut-être pas totalement, parce que de ce que vous me disiez tout à l'heure, est-ce que vous ciblez une fourchette d'âge, et à partir de quel âge vous commencez à travailler avec eux? Alors nous, notre cœur de cible, c'est surtout les enfants. Alors, si on prend la prévention des risques de manière très globale, ou même le secourisme, c'est souvent très axé sur les adultes. Par exemple, un PSC1, on peut le passer à partir de 10 ans. Très souvent, ce sont de jeunes adultes ou des adultes qui le passent par rapport à des faits de vie. C'est souvent ça, nous, ce qu'on rencontre en formation. On a eu un accident, un décès, on aimerait bien savoir quoi faire, on commence à vieillir, on aimerait bien savoir quoi faire. Pareil, sur la prévention des risques, Santé publique France fait un travail exceptionnel, mais notamment sur la prévention avec les seniors, la chute du senior. Donc le travail est fait. Donc nous, on a vraiment choisi comme cœur de cible les enfants, et je dirais même les enfants de 0 à 12 ans. On n'oublie pas les parents, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit porteur du message également dans le foyer. Alors, à différents niveaux. Le tout petit, on va essayer de l'initier à la prévention. Dès qu'il va grandir un petit peu, on va essayer de le faire être porteur du message dans la famille, donc en amenant des outils pédagogiques, en amenant des bandes dessinées, en amenant des vidéos, voilà, pour que finalement ce soit quelque chose de familial et instaurer un climat familial. Et quand ils sont un peu plus grands, je dirais même à partir de CM2, 6e, nous, ce qu'on veut, c'est faire d'eux des ambassadeurs. Mais des ambassadeurs auprès de qui? Des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins, et que eux deviennent un petit peu cette personne référente qui va essayer d'apporter un bon comportement dans le foyer. Donc, oui, indirectement, notre vrai cœur de cible, c'est l'enfant 0-12 ans, mais finalement, on essaye, par le jeu de la pédagogie, de toucher tout le monde. Le jeu est une porte d'entrée pertinente, efficace, parce qu'effectivement, l'enfant, lui, ce qui l'intéresse, c'est le jeu. C'est pas la théorie, c'est pas le pourquoi, c'est pas. Et effectivement, plus on attaque le jeu avec eux, plus ça les intéresse, plus ça les accroche, quoi. Bien sûr. Et alors nous, on essaye. Alors déjà, l'univers qui a été créé, l'univers de Bilou, avec tous ces personnages qu'on va retrouver dans multiples facettes et multiples situations un petit peu ubuesques, va permettre justement de raccrocher l'enfant. Et en fonction des situations, très souvent, ça délie un petit peu les langues. Et l'enfant va me dire, oui, mais moi je connais ça. Donc, on essaye vraiment de faire de l'enfant un acteur. C'est pertinent comme action. Mais pourquoi vous êtes lancé dans ce combat? Il y a eu un déclic un jour? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bon allez, faut y aller, faut former les enfants, faut qu'ils soient des ambassadeurs demain. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, rien de spécial. Souvent, on me demande, un petit peu comme la vie nous l'amène. Quelquefois, ça peut être ça, ouais. Oui, on a un accident, on se dit, je vais devenir ambassadeur. Non, j'ai pas de faits marquants qui m'ont. Pourtant, j'ai 3 enfants, donc j'ai pas de faits marquants qui m'ont dit, tiens, je vais prendre ce combat à bras le corps. Non, c'est juste que peut-être un éternel utopiste où je me dis que tout est possible et de faire des enfants des acteurs de la prévention. Alors, parce que je suis aussi ingénieur en formation, et souvent on me dit l'enfant, ce n'est pas possible, c'est un enfant est une éponge. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais l'enfant est une éponge, et il faut que ce soit très descendant, l'apprentissage. Et moi, j'aime bien dire, maintenant, l'enfant, il a son vécu. On n'est plus sur des enfants comme il y a 30 ans ou 40 ans, où on est dans un monde très aseptisé. J'aime bien prendre comme exemple les attentats. On parle à un moment, nous, dans notre projet pédagogique, de l'attentat. Et on me dit, ne parle pas des attentats aux enfants de 5 ans, 6 ans. J'ai dit, on va essayer. Donc, j'ai mis la vidéo de Bilou qui parle du risque attentat. Ouais. Et il s'est passé quoi? Donc, quand on donne la parole aux enfants, les enfants nous disent, oui, il y a eu des problèmes à Paris. Oui, il y a eu ceci. Donc, ils nous donnent des vrais faits, alors sans rentrer dans les détails, mais ils les ont vus. Et quand on leur demande comment ils ont vu,
Et ben on se dit, c'est simple, papa, maman, ils ont mis la télé. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a tous fait pendant les attentats? On voulait tous être au courant de ce qui se passe. Et ben on fait quoi? On met des chaînes d'infos continues ou les chaînes d'information. Et donc du coup, l'enfant directement, il entend tout ça. Il entend les discussions des Ouais, c'est adultes. vrai. Et ben donc du coup, on a essayé de partir de ce levier-là en se disant, voilà, l'enfant, il a ses représentations. Et bien plutôt qu'il garde de fausses représentations, aidons-le à reconstruire, peut-être pas les bonnes, mais des plus structurées. Oui, puis il a des milliers de questions par rapport à ça, C'est ça. sans forcément avoir les réponses, parce que nous adultes, on se dit effectivement la réaction, c'est de se dire ils sont trop petits pour que l'on en parle ou qu'on leur explique et comment faire. Et du coup, ils restent avec leurs questions, avec quelquefois pas forcément une bonne interprétation et pas forcément une bonne réaction vis-à-vis d'une situation qui potentiellement peut arriver un jour. Voilà. Et donc nous, on ne part pas de l'idée d'aseptiser, par exemple, sur de la prévention, quand on me dit c'est bien de mettre tous les produits en hauteur. Oui, quand on en a la possibilité, mais nombre de foyers qui ne peuvent pas, du fait de la composition du logement, de l'aménagement, ils ne peuvent pas mettre les produits en hauteur. Donc du coup, ces gens-là, Comment on fait ça voudrait dire que du coup, ils ne peuvent pas faire de prévention. Donc s'ils ont un accident, ce sont des mauvais parents. Non, formons. Parlons avec l'enfant, apprenons-lui. Moi, par exemple, tous les produits sont en bas. Mais on en a parlé aux enfants, on les accompagne, on les guide, et on n'a jamais eu de problème. Oui, il faut expliquer, ouais. Il faut expliquer aux enfants sans forcément se dire ils sont trop petits pour comprendre. En fait, ils comprennent beaucoup plus vite qu'on ne le pense, c'est ça? Bien sûr. Et puis l'apprentissage comprend de la répétition. Et de répéter les choses fait partie de l'apprentissage de l'enfant. Alors oui, peut-être qu'il faut le répéter 3-4 fois, il faut être vigilant. Mais ça fait partie du rôle de parent. Vous m'avez dit la fourchette 0-12 ans. 0-12 ans. À moins de 3 ans, c'est compliqué quand même, non? Non, parce qu'on a le coloriage. Ah. Et par le jeu du coloriage, encore une fois, donc l'enfant va colorier. Alors moi, mes enfants, les premiers, ils colorient des super-héros, ils colorient les différents personnages de dessins animés qu'on peut voir. Mais de temps en temps, ils peuvent aussi colorier des personnages de bilo qui sont dans une situation un petit peu, risque d'accident. Et c'est là aussi où tout simplement le parent, en donnant le coloriage ou l'assistante maternelle ou peu importe, va pouvoir dire tiens, qu'est-ce que tu vois? Donc ils vont expliquer avec leurs mots. Donc peut-être dire tiens, il y a un petit ourson qui est en train de tomber du vélo. Et donc là, quelques petits messages distillés de prévention et l'enfant va colorier comme il le souhaite. Après, c'est libre. Mais voilà, si à chaque fois on distille quelques bribes d'informations, on plante des petites graines qui permettront d'avoir ce comportement sécuritaire. Oui, et au moins, et quelquefois une réaction par rapport à ça de l'enfant dans une situation en particulier qui va faire que, comme on en a déjà parlé, pour lui c'est pas une situation nouvelle. Le sujet, il en a déjà parlé, on lui en a déjà parlé, et du coup, il y a pas ce sentiment, ce moment de surprise. C'est ça en fait. C'est ça. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis alors peut-être que certains thèmes vont parler à certains. Encore une fois, on parle des fois du casque en vélo, mais si l'enfant dans son quotidien ne fait pas de vélo, il va pas être réceptif à ce message-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a essayé de balayer un grand nombre d'histoires et de situations qui vont permettre à ce que l'enfant puisse au moins s'identifier sur l'une d'entre elles et amorcer la démarche. Vos enfants ont quel âge, si c'est pas indiscret? Alors moi, j'ai le dernier qui a 1 an, le moyen qui a 5 ans et la grande qui a 8 ans. Donc là, c'est la génération Bilou le casque ou quoi? Exactement, d'ailleurs, le projet est né avec la grande. D'accord, donc voilà, donc vous le voyez grandir, peut-être évoluer aussi en 8 ans? Alors oui, le projet a grandement évolué. On est parti d'une peluche avec juste de l'animation verbale dans les écoles, à un projet qui est complet, qui comprend plus d'une dizaine d'outils pédagogiques, qui est doublement sous le patronage de l'UNESCO, qui est sous le patronage du ministère de la Santé, que l'on développe dans les Outre-mer avec de vraies contextualisations, parce que là aussi, on essaie de parler à tout le monde. Et quand on parle dans les Outre-mer, pour les premières interventions que l'on a faites, avec des outils très métropolitains, les enfants nous regardent en disant une chasse au risque dans une maison, c'est bien, mais une maison, pourquoi vous mettez des cactus dans une maison? Parce que ça pique. Nous, on dit nous, c'est de la déco. Ils disent nous, on n'aime pas ça. Et de deux, ils disent pourquoi vous mettez un chauffage dans une maison?
Oui, mais voilà. Donc, si vous voulez, donc on a contextualisé et on a fait grandir les outils pour essayer de toucher tous les enfants et non pas que les enfants qui correspondraient à notre style de vie très métropolitain ou voire même très personnel. Hein. Est-ce que c'est quoi votre sentiment par rapport on va dire au manque de formation à la sécurité des enfants aujourd'hui à l'école? Je pense que, alors ça aussi c'est pareil, c'est un débat qu'on a eu cette année encore avec les différents membres de notre commission, dont un pédiatre de l'hôpital Necker et un membre chargé de mission du gouvernement. L'école ne peut pas pallier à tout. À l'école, ils ont dans un socle commun le fait de devoir faire à minima une découverte du premier secours et de la prévention, mais c'est noyé dans un ensemble de concepts citoyens. Là encore, il y a une liberté qui est donnée aux enseignants sur certaines thématiques, et puis l'enseignant va aller vers ses appétences très personnelles, peut-être plus de la musique, de l'art, du sport, etc. Donc tout ça on peut entendre. Nous, ce qu'on essaye aussi d'aller chercher, ce sont les parents, mais très directement, puisque les parents peuvent faire de la prévention également, et également toutes les personnes qui gravitent dans le milieu de la petite enfance. Quand je parle petite enfance ou enfance, de manière très large, les animateurs, les éducateurs, ce sont aussi eux des vecteurs des différents messages. Il n'y a pas que le formateur en premier secours ou le formateur en santé-sécurité qui va pouvoir distiller des informations. Il ne faut pas qu'on doive attendre d'aller dans un service de pédiatrie ou dans un service d'urgence ou chez le médecin pour avoir des affiches. Voilà. Nous, notre idée, c'est vraiment de se dire on peut faire de la prévention à tout moment et par n'importe qui. Et peut-être aussi que les professeurs d'école n'ont pas eu forcément une formation assez poussée en termes de sécurité, ce qui, inévitablement, les incite pas forcément à en faire. Non ? Il y a peut-être ça aussi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, et comme peut-être certains professeurs qui n'ont pas de notion en musique ont plus de difficultés à faire de la musique, et je peux l'entendre. On leur demande de donner un socle de base qui est spécialité plus compliquée. Alors après, nous on a des expérimentations, on a des pistes, et notamment en Polynésie où on a contextualisé l'ensemble des projets, et là on va sortir les différents outils sur les risques majeurs, les risques cycloniques que nous on n'a pas sur notre territoire. Donc, ce sont des outils qui vont sortir, et ça a été intégré dans le parcours citoyen de l'enfant. Donc, dans le parcours citoyen, tous ces outils sont intégrés et les enseignants peuvent s'en servir pour pouvoir distiller des informations. Mais là encore, on est sur quelque chose de très particulier, puisque en Outre-mer, le risque tsunami et le risque cyclonique sont des risques qui sont de base dans les programmes. Ouais. Donc ils en parlent. Donc là, tout simplement donner les outils. Quelques chiffres. S'il y avait un ou deux chiffres assez percutants justement sur l'accidentologie plutôt située au niveau des enfants. Oui, alors c'est plusieurs millions de passages aux urgences chaque année. C'est 11 millions en France, à peu près. Ouais, accident domestique, c'est ça, à peu près 11 millions. C'est ça, c'est 11 millions. Alors, dans 11 millions, on ne parle pas que d'hospitalisation, bien entendu. Bien sûr. Alors, l'étude, et c'est là où l'étude est un petit peu faussée, c'est qu'elle a été faite sur 12 hôpitaux de référence. 12 hôpitaux, ramener ça fois le nombre d'hôpitaux, les passages, on arrive à ce fameux 11 millions de personnes qui passent aux urgences tous les ans. Sur l'accident domestique, on est à plus de 20 000. Et ça, c'est un chiffre qui est constant, alors avec des années un petit peu de baisse, mais on va dire qu'on est sur une moyenne de 20 000. On est entre 4 et 5 fois plus impacté par un accident domestique qu'un accident de la route. Les décès, tous les 2 jours et demi, un enfant de moins de 12 ans décède d'un accident domestique. Waouh. Donc, voilà. Donc, tout ça, ce sont des chiffres. En France, on a constamment, et on parle vraiment d'accident domestique, l'accident qui va créer le décès. On ne parle pas des incidences des enfants donc, qui vont avoir une incidence motrice, qui vont peut-être se retrouver handicapés, qui vont se retrouver brûlés, avec, par exemple, les articulations sont brûlées, c'est un enfant qui va perdre en mobilité. Donc, si à 3, 4 ou 5 ans, cet enfant est brûlé, certes, il ne va pas décéder, mais toute sa vie va devenir beaucoup plus compliquée. Bien sûr.
d'un point de vue moteur, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue, on va même au-delà de ça, de confiance en lui-même. C'est sûr qu'un enfant qui est totalement brûlé, on le sait, le temps scolaire des fois est un temps compliqué entre les enfants où oui, des moqueries, il se cache de rien, donc ça peut être compliqué. Voilà, donc tout ça, ce sont des incidences indirectes, mais qui ont des incidences sur la vie de l'enfant et du futur adulte qu'il sera. Est-ce qu'il y a un accident récurrent, grave, plutôt axé sur les enfants ? C'est quoi le risque majeur, on va dire, des enfants à la maison, en risque domestique ? Alors, on a essentiellement le risque d'étouffement. Le risque d'étouffement est un risque quand même omniprésent, même si l'ensemble des fabricants ont quand même les normes qui permettent de ne plus enlever un œil. Dans les jouets, oui, bien sûr. Maintenant, également la vente à distance, la vente sur Internet, des fois fait passer au-delà de ces filtres de normes. Européens, ouais. C'est ça, donc ça peut vite devenir compliqué sur certains jouets, des jouets non adaptés. On a une fratrie d'enfants, et les plus grands ont peut-être joué avec des jouets avec des plus petites pièces. Le tout petit va venir, va attraper ses jouets, risque d'étouffement. Donc c'est pour ça que le risque d'étouffement est un risque quand même omniprésent chez les tout petits. Et ensuite, ce sont les risques de brûlure. Pour les plus grands. Dès qu'on commence à acquérir la marche vers 12, 18 mois, ce sont ces risques-là qui arrivent. Ouais, le poêle qui est allumé, ou la cheminée, ou la casserole qui est... Ouais, d'accord. Ouais. Et quand on arrive à 6 ans, 7 ans, c'est quoi les risques les plus importants ? Là, on passe sur autre chose, on passe plus sur des risques traumatiques qui, eux, sont surtout... Alors, si vous voulez, l'accident chez les tout petits, il est dû par souvent l'environnement qui n'est pas adapté. Je suppose que vous, comme moi, tous nos meubles sont faits pour nous. On n'a pas des petites chaises comme dans une école où on voit l'enseignante assise sur sa petite chaise parce qu'elle s'adapte aux enfants. Non. Donc, l'environnement, il est fait pour les adultes. Donc, chez les tout petits, c'est ça. Dès qu'on a les problèmes moteurs, ce sont souvent des problèmes, les accidents de traumatologie, ce sont surtout des problèmes qui sont liés aux activités. Un enfant qui va commencer à faire de la trottinette, du vélo, et voilà, donc il va tomber. Il va commencer à crapahuter partout, il va... Selon l'émission qu'il a regardée, s'il voit des courses d'obstacles à la télé, on va vouloir faire pareil dans le salon, et puis il va tomber, voilà. Donc ce sont surtout ces accidents-là. D'accord. Moi, j'ai un événement qui m'a marqué, qui est passé sur toutes les radios et les télés il y a 3 ou 4 ans. Il y avait une petite fille qui avait 7 ans qui s'est électrocutée dans son bain avec sa tablette et son chargeur. Et en fait, est-ce qu'il y a une augmentation justement de... Alors ça paraît... moi, quand j'ai des personnes en formation, ils me disent mais c'est n'importe quoi. Alors, c'est vrai. Nous adultes, ça nous paraît aberrant de le faire. Mais est-ce qu'on lui a expliqué qu'effectivement, un enfant de 6 ans ou 7 ans, brancher sa tablette dans le canapé, il n'y a pas d'incidence. Par contre, dans la baignoire, c'est pas la même musique, quoi. Ouais, alors là encore, je n'ai pas tous les éléments de l'enquête, mais de ce que j'avais cru comprendre, encore une fois, c'est pareil, c'était un chargeur qui a été acheté pas dans une filière, on va dire, réglementée. Ouais. Et donc, du coup, tous les filtres que l'on peut retrouver maintenant, parce que l'électrocution dans les années 80 a énormément baissé. Elle a baissé de quasiment 90%. Pourquoi ? Parce que l'évolution technologique, maintenant, les nouvelles normes de maison, dans les maisons font que ça disjoncte très rapidement. Tout de suite, ouais. Là, ça n'a pas disjoncté. Ouais. Ça n'a pas disjoncté, donc le problème était soit de l'installation, soit du chargeur qui n'a pas fait son travail en amont. Donc oui, bien entendu, c'est un comportement à risque. On est d'accord d'apporter une source électrique dans un milieu aquatique ou humide, bien entendu que c'est un comportement à risque. Maintenant, on a quand même des pare-feux aussi technologiques qui sont là pour éviter ce genre d'événements. Fille ou garçon ? Est-ce qu'il y a une différence d'accidentologie et d'accident entre les filles et les garçons ? Alors, je dirais oui et je dirais non. Si vous voulez, bon, après les chiffres sont à peu près stables entre les filles et les garçons.
mais ce sont pas les mêmes types de dangers, les mêmes types de traumatismes que l'on va retrouver. Alors après, il faudrait vraiment prendre l'étude de manière très approfondie. Et encore, même si je vous le dis, 11 hôpitaux références, 12 hôpitaux références qui font les études. Est-ce que c'est totalement représentatif? Parce qu'encore une fois, ça va dépendre du bassin que l'on va retrouver. C'est sûr que si l'on prend un bassin plus axé dans les grandes villes, les garçons sont peut-être plus souvent dehors aussi, le fait culturellement, et donc peut-être plus soumis à des dangers. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie enfin, on n'a pas pris le parti de stigmatiser filles et garçons. C'est plutôt la typologie d'accident qui change. C'est plutôt la typologie d'accident qui va changer. En effet. Et donc, où est-ce que vous êtes situé géographiquement et où est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous êtes obligatoirement physiquement présent ou pas puisque vous m'avez parlé d'internet, d'exercices, de BD, etc. J'écoute ce podcast, que je sois peut-être enseignant ou que je sois tout simplement parent. Je me dis, bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai un enfant qui a 3 ans, un autre qui en a 5, un autre qui en a 8. J'aimerais bien le former. Comment je peux faire? Alors, j'ai posé beaucoup de questions. D'abord, où est-ce que vous êt situé géographiquement? On va commencer par ça. Alors, géographiquement, notre siège est à Nîmes. Donc, d'accord. Nous, on est dans le Gard. On est dans le sud, donc on est à Nîmes. Après, on se déplace très facilement un petit peu partout pour pouvoir intervenir, notamment sur les formations de cadre. Et là, c'est pareil. On a revu un petit peu notre stratégie, c'est que on voulait mailler le territoire d'association. Sauf que mailler le territoire d'association, pour pouvoir répondre à des demandes, ça complexifiait la tâche, puisqu'on avait Alors déjà, on est tous bénévoles, donc on s'attelait tous à aller chercher des associations avec notre bâton de pèlerin. Ouais. Et à côté de ça, les associations me disaient, bon, c'est très bien, mais tous les outils sont en accès libre sur Internet. Donc du coup, nous, des fois, on arrive et les enseignants disent, ah bah oui, non, mais c'est bon, j'utilise déjà ces outils, par exemple. Mmh. Donc on a pris le parti de plus nous axer sur de la communication pour faire connaître le projet. D'accord. Et tout est en accès libre. C'est-à-dire que toutes nos ressources, sans aucun frein, sont en accès libre. Jusqu'au jeu de cette famille, que l'on peut envoyer physiquement, ou les BD que l'on peut envoyer physiquement. Vous faites un événement, vous voulez les BD, on vous envoie un carton de BD totalement gratuitement et ça fonctionne. Et on les a également de manière dématérialisée. C'est-à-dire que quelqu'un veut monter une animation, il peut imprimer son jeu de cartes, il découpe ses cartes et il peut jouer. Voilà, donc nous, tout est en accès libre. Donc, à vous dire où est-ce que nous sommes présents, on est présents partout, puisque le projet est téléchargé plus de 80 000 fois et que toutes les ressources sont utilisables par les parents, les enseignants, les animateurs, les associations, les acteurs de la petite enfance. Voilà. Donc, grosso modo, c'est votre site internet. Et si vous voulez rappeler l'adresse de votre site internet? Ouais, www.biloulcascou.fr ou sur le site de la fédération, www.ffprd.fr. D'accord. Et ça, c'est la porte d'entrée. Et de là, on peut télécharger, commander, recevoir du matériel. Mais il faut une formation pour arriver. Moi, je suis enseignant, j'ai envie d'intégrer un peu cette thématique-là dans mes cours. Je suis complètement. Enfin, le site internet me rend complètement autonome. J'ai pas besoin de formation. Ça. D'accord. C'est ça. Alors, dès lors qu'on a une appointance avec l'enseignement, je parle d'enseignement de manière très globale. Même un animateur, pour moi, qui sait parler aux enfants, peut faire à minima de l'initiation. D'accord. Donc on a un projet pédagogique qui a été totalement rédigé et en suivant ce projet pédagogique ou alors en prenant juste les fiches correspondantes à l'outil que l'on veut utiliser, on vous explique comment animer une séance de 20 minutes, 25 minutes en utilisant tel ou tel outil. Donc tout est clé en main sur le site internet. Et après, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, on peut faire des formations, on intervient de temps en temps. Alors là, c'est souvent sur la demande du service départemental de la jeunesse, l'éducation et du sport de métropole, qui se disent tiens, ça serait bien qu'on fasse une petite demi-journée. Donc là, on vient, on présente les outils, on parle de prévention de manière globale et on répond un petit peu comme on se fait là, en expliquant le pourquoi de l'outil, pourquoi est-ce qu'on prend comme cœur de cible l'enfant. Voilà, on est plus sur de la pédagogie générale. D'accord. Combien de bénévoles dans l'association du coup alors ?
Ça dépend des années. On est à peu près une vingtaine, et donc ça va du formateur secourisme à la personne qui va faire de l'intendance jusqu'à des médecins animateurs, des infirmiers animateurs, des pédiatres. Voilà, on a tout un volant de personnes qui sont avec nous. Donc j'ai lu aussi qu'en 2018, vous avez coécrit une BD qui s'intitule Fais attention, Bilou le casse-cou, c'est ça ? Oui. Donc c'est la bande dessinée qui est l'une des pièces maîtresses de nos outils. Donc on retrouve à chaque fois la bande dessinée avec les histoires qui amènent à chaque fois bien entendu à un danger. On a des petits conseils qui sont liés aux gestes de secours à adopter, par exemple sur une hémorragie ou sur une chute. Voilà. Tout ça dans la BD ? Tout ça dans la BD. D'accord. Et avec un petit lien QR code qui renvoie vers une vidéo toujours de Bilou, qui reprend la même thématique et notamment sur le geste de secours. Par exemple, on a Bilou qui est dans une cuisine, il veut cuisiner pour sa copine qui est là chez lui pour la journée, et donc il se coupe avec un couteau, et donc la vidéo renvoie sur le geste de secours à faire en cas d'hémorragie. D'accord. En fait, c'est pertinent parce que la BD, ça parle à tout le monde, aussi bien aux grands qu'aux enfants, quoi. C'est vraiment une bonne porte d'entrée, quoi. Hein ? C'était le but. Ouais, C'était le but. Et d'ailleurs, les maisons de chasse au risque que l'on a, on a des grandes maisons, c'est pareil. Elles sont faites dans l'univers de Bilou avec, c'est des petits personnages. Alors, on va voir Bilou qui va monter sur son bureau, qui va se pencher vers la fenêtre. Et donc voilà. Et donc, si vous voulez, nous, par le jeu d'animation, l'enfant va pouvoir aller identifier les différents dangers, parler des différents. Alors moi, j'aime bien le faire, ça aussi. Je mets des groupes d'enfants par pièce de la maison. Ils repèrent les dangers et ensuite ils expliquent les dangers au restant de la classe. Les dangers identifiés. Au-delà de l'aspect purement de prévention que l'on met, on a également un aspect très personnel. C'est que l'enfant va travailler son développement moral, sa posture, sa présence. Le fait de parler devant toute une classe peut être difficile pour certains. Donc on va essayer aussi de travailler sur ces volets-là. D'accord. Alors, on parle de Bilou le casse-cou depuis tout à l'heure, ça fait presque une demi-heure. Bilou le casse-cou, c'est un petit ourson tout bleu, c'est ça ? C'est ça. Hein ? Pourquoi cette représentation du petit ourson ? Pourquoi tout bleu ? Comment vous êtes arrivé à cette mascotte-là ? C'était une peluche de ma fille, je l'ai prise. Ma mère a mis 3 pansements dessus et c'est parti d'elle. Et c'est parti comme ça et on l'a jamais changé. D'accord. Alors donc c'est ça en fait. Je m'étais posé la question, mais où trouver cette BD ? Encore une fois, votre site internet. C'est ça ? Tout à fait. D'accord. Vous abordez des thématiques assez connues, aussi comme les risques liés au soleil, liés aux baignades, liés au feu, aux brûlures, on en parlait tout à l'heure, au risque d'attentats. Mais ça a été quoi le déclic pour parler des attentats ? Ça a été 2015 ? Ça a été... Ouais. C'est ça ? C'est ça, c'était au moment des attentats. C'était sujet tabou, on intervenait pour faire du secourisme, on nous disait, bon par contre, vous parlez de tout mais pas de l'attentat. Et moi, plus on me dit de pas parler de choses, plus j'aime en parler. Et donc du coup, on s'est dit non, on peut pas laisser les enfants comme ça. L'utilisons ceux qui ont envie de l'utiliser, mais on se voulait d'aborder quand même ce sujet. Alors ça a été compliqué, il fallait trouver la bonne porte d'entrée, il fallait la jouer de manière très très stratégique, mais on voulait quand même en parler. Mais alors du coup, c'est qu'est-ce que vous apportez comme conseil vis-à-vis de ce risque à un enfant qui a 5-6 ans, il est dans une situation d'attentat, c'est comment il doit réagir, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est ça ? Alors, comment il doit réagir, c'est compliqué puisqu'on joue sur le facteur émotionnel. Donc, le jour J, c'est surtout aussi pour éviter la stupéfaction, la stupéfaction à l'instant T, d'essayer d'avoir un comportement. Après, c'était un sujet d'actualité, il fallait en parler. Malheureusement, ça fait partie maintenant de notre quotidien. Le risque attentat fait partie du quotidien des Français. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça en fait partie. Et donc du coup, on voulait en parler puisque, un petit peu comme la prévention, si on en fait un sujet tabou, le jour où ça arrive, on sera d'autant plus surpris. Bien sûr. Donc on voulait pas en faire un sujet tabou, on voulait que ce soit tout simplement quelque chose que l'on puisse parler en fonction des périodes. Alors là, je sais très bien, plus personne ne peut utiliser la thématique attentat en ce moment.
Et malheureusement, il va juste falloir qu'il y ait qu'un accident se reproduise pour que on en reparle. Mais c'est pas grave, au moins l'outil sera là. Ah, quels sont les un ou deux messages qu'on porte justement aux enfants vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'on leur apporte de plus, quoi? Eh ben, déjà, on essaye, nous, de se dire que par un bon comportement, on se sauve. Ah, c'est quoi un bon comportement? C'est soit partir en courant, si on peut, soit se cacher et ensuite appeler Les secours. appeler les forces de l'ordre. Ouais. Déjà, rien qu'en faisant ça, on se dit, bon, déjà, l'enfant va pouvoir avoir un comportement. Et en plus, ça va en lien avec les exercices qui doivent être faits dans les écoles. Dans les écoles, tous les ans, 2-3 exercices sont faits sur le risque attentat. Alors, on appelle ça le risque intrusion dans les écoles. On donne un outil aux enseignants qui veulent éventuellement parler de manière autre ou différente de ça lorsqu'ils vont faire les exercices. Bon, voilà, c'est un outil qui est là, qui permet de parler de ça, qui peut être utilisé, ou pas, mais voilà, ça fait partie du quotidien puisque 3 fois par an, les enfants font les exercices évacuation. Enfin, en théorie, hein. Bon, c'est souvent fait quand même. De plus en plus. Bah, tant mieux. Ouais, c'est une obligation réglementaire, donc c'est fait. Ouais, ça fait longtemps que je suis plus à l'école. J'en ai peut-être connu 2, peut-être 3, hein, sur tout mon cursus. Donc c'était pas forcément tous les ans. Hein, ça, on est d'accord. Alors, ça, tant mieux, ça a peut-être évolué et tant mieux parce qu'effectivement, c'est ce phénomène de surprise qui génère la panique et qui ont des effets catastrophiques. Hein, et effectivement, d'être habitué à évacuer un bâtiment, même si quelquefois, quand il y a des flammes ou de la fumée, il y a un effet de panique qui peut être généré, mais au moins les gens savent quoi faire et comment faire. C'est ça en fait. C'est ça. La clé, elle est là. Tout à fait. Donc, de par votre position géographique, si moi, par exemple, moi je suis positionné en Bretagne, je vous appelle, est-ce que vous pouvez venir dans mon école? Ben, ça va pas être possible. Alors, on a quand même des réseaux d'associations qui sont présentes. Hein. Il y en a en Bretagne, il y en a un petit peu partout. Après, nous, on essaye d'en référencer. Alors, si vous voulez, elles sont surtout référencées chez nous, hein, mais après, on essaie de distiller l'ensemble. Je sais qu'il y a des associations qui utilisent, voilà, en fonction des endroits où la demande va intervenir. Je sais qu'il y a des associations qui utilisent. Je sais que sur Paris, en Olivier Guillard, qui est responsable d'une structure qui est au SMUR de Necker, pareil, qui lui est maintenant une structure sur tout le bassin parisien. Voilà, on sait qu'on a des réseaux qui utilisent les outils ou pas, hein, ou qui font de la prévention, peut-être même sans nos outils, mais qui font de la prévention. C'est quoi vos prochains projets? Alors, avant de parler des prochains projets, je voulais également juste rajouter, on a une maison virtuelle de prévention des risques, une pièce de vie virtuelle, qui est disponible également sur le site, qui est un autre outil, peut-être pour les plus grands. Donc, c'est une pièce dans laquelle on peut se promener en cliquant sur les différents objets. Ça nous indique les marches à suivre. Donc ça, c'est un projet qu'on a mis en place avec Ariel, des lessives. D'accord. Ouais, et donc on a travaillé en collaboration sur ce projet. C'est une pièce de vie. Vous verrez, c'est pareil sur le site de la fédération. Donc je suis parent, je me mets dans cette pièce-là avec mon enfant et je lui demande si effectivement il y a des risques, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Est-ce que tu vois des choses qui te paraissent dangereuses, c'est ça? C'est ça. Et la caméra est placée à la taille d'un enfant de 3 ans. Donc du coup, on a vraiment la représentation vue du bas. On est aussi enfant de 3 ans, quoi. On se remet dans le contexte qu'on a tous oublié, on est d'accord. Exactement. Donc voilà, donc ça, ce sont encore des outils que l'on a mis à la disposition de tous, hein, tout simplement. Et dans les projets à venir, alors on a mis un petit accent sur les risques majeurs, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les Outre-mer. Donc là, on va sortir 3 outils qui sont sur le risque cyclonique, le risque tsunami et les dangers liés aux chiens errants que l'on retrouve beaucoup dans les Outre-mer. Voilà, donc ce sont des risques très spécifiques, un petit peu moins métropolitains, mais pour également se diriger un petit peu vers nos compatriotes des Outre-mer et répondre à une demande que eux ont eu sur les différentes missions que l'on a pu faire. Et en métropole, est-ce que vous commencez à vous poser des questions sur peut-être des risques majeurs qui viendraient s'ajouter à la liste que vous avez déjà écrite ou pas? Je pense inondations, tous les phénomènes météorologiques qu'on connaît depuis quelques années. Eh ben oui, figurez-vous que
on y réfléchit, on réfléchit à aller sur ces domaines-là. Alors, on est en train de voir, notamment avec les ministères, puisque déjà les outils existent, mais en effet, nous, l'idée, c'est que le projet puisse essayer de balayer un ensemble de champs. Et si on peut faire le lien avec ces dangers-là, oui, c'est vrai que le risque incendie, le risque inondation sont des risques qui sont omniprésents. Donc du coup, on va développer des outils dans l'année, mais également il y a autre chose qu'on aimerait bien développer. On parle de l'accidentologie. Alors, on n'est pas utopiste, on n'arrivera pas à 0% d'accidents. Non. Il y aura toujours des accidents. Il y aura toujours un enfant qui se blessera. Et je vais vous dire, c'est bizarre vu notre fédération, mais heureusement, ça veut dire qu'un enfant est assis sur une chaise toute la journée, ne bouge pas. En effet, il risque pas de se blesser. Maintenant, un enfant, ça vit, ça joue, donc il risque de se blesser. On va également travailler, et là encore une fois avec les différentes commissions, notamment médicales que l'on a, sur l'approche de l'accidentologie, mais pour les parents. On a toujours cette sensation d'être un mauvais parent. C'est souvent ce qui ressort, de me dire oui, mais c'est moi qui n'ai pas fait attention. Non, l'accident arrive. Et donc, on va essayer aussi de créer des outils, là, à destination des parents, toujours sous notre forme pédagogique de Bilou qui va parler aux parents, mais de se dire que l'accident peut arriver. Et ce n'est pas parce qu'un accident arrive que le parent est un mauvais parent ou a fait preuve de négligence. Voilà. Donc, ce sont aussi des créneaux que l'on a envie de développer sur l'année à venir. Alors, c'est comme tout, l'argent étant le nerf de la guerre, ne vivant que des subventions ou des partenariats que l'on arrive à avoir, on verra. On a également des projets sur la violence faite dans le sport. Voilà, ce sont des projets de grandes fédérations sportives, que l'on est peut-être en mesure de développer sur l'année prochaine, notamment pour détourner des plages. Est-ce que vous avez réfléchi aussi à peut-être comment aider les enfants à mieux réagir et à mieux vivre du harcèlement ? Parce qu'on en parle beaucoup, c'est un sujet qui est omniprésent aujourd'hui, quoi. On a eu des rencontres avec des personnes des ministères. On a en début de l'année, on a appris que c'était un créneau pris par notamment le ministre Charlotte Cobel qui est en charge de la protection de l'enfance. Tout était déjà parti, toutes les campagnes. Après, c'est un sujet qui a quand même été pris directement par le ministère et par les différents organismes étatiques. Bien entendu, on reste à la disposition. Mais là, les choses ont l'air d'être faites dans le milieu scolaire. Bien entendu, si on peut apporter une contribution en créant un outil facilitateur, on le fera. Maintenant, aujourd'hui, on n'aura pas la prétention de nous dire que c'est nous qui allons nous appeler à ce sujet, puisqu'il a été fait de manière étatique. Mais bien entendu, on est disponible. Et c'est souvent aussi les retours des professionnels. Les professionnels nous disent, tiens, ça, j'ai un petit peu de mal à en parler. C'est pour ça que des fois, juste un mail sur la boîte générique de la fédération, ça nous arrive, ça nous donne des pistes. Bien sûr. De nous dire, tiens, on peut travailler là-dessus. Tiens, pourquoi pas. Et nous, tout s'accumule. Et puis, finalement, en nous donnant des idées, nous, on ne fait qu'orchestrer et de mettre en forme les retours du terrain. Planter les petites graines pour se dire, tiens, ça peut être un axe de réflexion et il va falloir qu'on y réfléchisse et qu'on trouve les bonnes portes, les bons moyens et les bons outils pour y répondre. C'est ça. C'est ça. Quelle est votre plus grande satisfaction depuis la création de Bilou le Cascou ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais j'ai une chose que je retiens tout particulièrement. On a monté un cycle dans des écoles. Et le premier jour, je parle de prévention avec une petite fille, avec la classe, et j'en parle. Et elle me dit, moi, chez moi, mes parents ne veulent pas. De toute façon, ils ont dit que la prévention, ça servait à rien, etc., etc. Et je lui ai donné un outil. Donc, on a un outil, c'est la chasse au risque. Donc, avec les parents, l'idée, c'est que l'enfant fasse une petite chasse au risque à la maison. Donc, ils peuvent coller, ils peuvent dessiner, ils peuvent écrire. C'est vraiment libre. Et on a des petits conseils. Et la petite, je la revois, je crois que c'est une dizaine de jours après, pour le second module. Et elle me dit, papa, maman, on est allé au magasin et on a acheté un détecteur de fumée. Et je me dis, finalement, ça en est peut-être qu'une. On aura réussi. C'est ça.
C'est ça. Et alors là, c'est parce que c'est celle qui nous a verbalisé la chose. Ouais. Mais voilà, je me dis que finalement, c'est peut-être, ce sont ces victoires-là qui sont importantes. Notamment quand on fait de la prévention, c'est de se dire, on a réussi à faire évoluer, ne serait-ce qu'une mentalité, c'est déjà gagné. C'est ce que je disais, hein, vous avez planté une graine, et puis une deuxième, et une troisième, et voilà, et c'est de voir qu'effectivement, tout ce que vous mettez en place, ça... Nous, chez Prévence, on dit, on allume des petites lumières, quoi. C'est-à-dire qu'on fait prendre conscience aux gens que le risque zéro n'existe pas, mais quand même, quoi. Voilà. C'est-à-dire que... C'est ça. Que ce soit technique ou facteur humain, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut pas faire. Et puis, effectivement, avoir un détecteur de fumée à la maison. Heureusement, il y a 99,99% que ça ne serve jamais, et tant mieux. Mais sauf que le jour où, effectivement, il y a le feu dans une maison, en pleine nuit, ça peut sauver des vies. Oui. C'est comme l'alerte des secours. On est tous très émus. Il y a encore eu dernièrement un reportage là-dessus d'une petite fille de 4 ans qui a appelé les secours et qui a sauvé sa maman. Il y en a beaucoup des cas comme ça. Mais il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce que des acteurs de terrain travaillent avec ces enfants et distillent des messages. Et peut-être, encore une fois, peut-être que le formateur ou l'enseignant qui a appris à cette petite fille à savoir faire le 18 ou le 15 et appeler les secours et juste dire où elle est, déjà, peut-être que pour lui c'est sa plus belle des fiertés puisqu'il a sauvé une vie. Bien sûr. Alors j'anticipe peut-être et je vous donne peut-être la réponse à la prochaine question. C'est quoi votre plus grand regret, déception ? Parce que moi, tout ce que vous m'avez tracé là aujourd'hui dans cet échange, pour moi, moi je serai à votre place. Mon regret, c'est effectivement vous donner toutes les clés. Tout à disposition, sauf que vous n'avez pas forcément le retour de tout, quoi. C'est ça. Avoir tous les retours, c'est compliqué. Oui, et puis c'est pas forcément utile. Mais en regret, on n'a pas spécialement de regret, puisqu'on a tous une activité. Déjà, on a tous une activité à côté. On est tous bénévoles, donc si on le fait, c'est qu'on a envie de le faire, et quand on n'a plus envie de le faire, on s'arrête. C'est le jeu des bénévoles. On en a qui nous ont rejoints dans l'aventure, il y en a qui ont stoppé l'aventure, il y en a qui reviennent. Comme toute association. Voilà, donc des regrets, on n'a pas spécialement de regrets. Après, c'est plutôt un constat, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué puisque, très clairement, tout le monde nous dit le projet est super, c'est très bien, mais on est un petit peu seul à piloter le navire, et puis même de manière... alors oui, on est sous le patronage de l'UNESCO, oui, on est sous les patronages des ministères, mais derrière, c'est compliqué quand on n'a pas l'appui, la force très marquée de la part notamment d'un ministère qui pourrait dire « allons-y, quoi, on part avec vous ». On essaye de passer par les différentes voies. On désespère pas, puisque on retente notre chance tout le temps. Donc on n'a pas vraiment de regrets, hein. On se dit ça n'a pas marché comme ça, on va passer autrement. Les choses devraient évoluer, on l'espère. Mais je pense que c'est le travail de tous. Et encore une fois, on ne veut pas juste nous parler peut-être que du projet Lilou, qui est un projet que nous on porte, mais on soutient également Patrice Jupil qui a monté un projet ludo-éducatif qui a été primé au concours Lépine, qui lui aussi permet, alors lui il est vraiment sur le geste de secours et sur le comportement secouriste, de parler aux enfants, encore une fois par le jeu. Donc ce sont des projets comme ça qu'on essaie de soutenir. Alors notre plus grand regret, oui, c'est que c'est difficile. Nous on répertorie quelques très belles initiatives qui sont faites partout sur le territoire. L'idée c'est de les faire remonter, de les faire grandir, de les faire émerger. Mais c'est compliqué. Donc si on avait un regret, c'est que ça ne puisse pas aller assez vite. D'accord, le temps, toujours le temps, hein. C'est ça. On court après. Olivier Jaman, merci. Merci, on arrive au terme de cet échange. S'il y avait peut-être un dernier message que vous voudriez faire passer justement par ce podcast, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est ce que j'entends, c'est plus effectivement vous êtes connu, plus effectivement les gens vont venir chez vous sur votre site et puis vont développer vos outils. Un dernier message peut-être que vous auriez à faire passer ? Oui, j'en ai deux. Un, c'est si vous avez des idées, si vous avez des anecdotes, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous les donner, puisque c'est ça qui fait que on trouve notre inspiration, même si on est des acteurs de terrain. On a besoin de toutes ces informations-là. Et le deuxième, c'est que tout le monde peut faire de la prévention et du secourisme. Il n'y a pas d'âge.
des tout petits jusqu'à plus âgés. On peut en faire. On en fait tous déjà. Tout le monde est un acteur de la prévention et il faut pas attendre de l'autre qu'il fasse, mais on peut faire par nous-mêmes. Je tiens, pour terminer, à vous féliciter pour votre implication dans ce domaine qui, comme le nom de ce podcast, Sauvons nos vies, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Donc, bravo à vous, bravo à tout ce que vous avez fait, parce que je sais que c'est un boulot colossal de créer une BD, de créer une thématique, de faire des outils, de les développer, de les concevoir, etc. Je sais le boulot que ça demande et l'énergie que ça demande également. Donc bravo, je vous félicite. Merci beaucoup. Et puis effectivement, j'incite toutes les personnes qui sont intéressées pour déployer la culture sécurité au niveau de leurs enfants, même tout simplement à la maison, biloulcascou.fr. C'est ça. Écoutez, longue vie à Bilou le Cascou. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir à tous. Nous arrivons au terme de cette interview, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez ne rien rater de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant toujours sur le bouton de vos applications. Laissez-moi aussi un commentaire constructif, une note de 5 étoiles sur votre application de podcast, ce serait super sympa. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques, écoutez, écrivez-moi sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies, je vous répondrai avec grand plaisir. La semaine prochaine, je vous parlerai du bon sens. Et oui, on entend souvent cette phrase « c'est quand même du bon sens ». Eh bien, ce bon sens, est-il vraiment si évident ? Nous en reparlerons ensemble lundi prochain. Très belle semaine à vous, portez-vous bien, à très vite. Et en attendant, sauvons nos vies.